Toujours au direct de 70.8 aux ateliers des Capucins, la chaîne Brest, capitale des océans, continue. Nous allons parler des interactions entre climat et océan, ou océan et climat, avec nos trois intervenants. Mathieu Belbéoc, directeur d'Ocean Ops, un centre créé conjointement par l'Organisation météo mondiale et l'UNESCO, la commission océanographique intergouvernementale. Michel Edonidis, chef du centre Météo France Marine et Offshore de Brest-Guipava, et Jean-Pierre Blin, fondateur et directeur général de Blue Observer, qui est un voilier qui mène des missions océanographiques avec des caractéristiques tout à fait particulières. Mathieu Belbéoc, nous commençons avec vous. Donc, vous êtes directeur de l'antenne brestoise de Ocean Ops. Ocean Ops qui a 20 ans, qui est à Brest depuis 2015, qui travaille avec de très nombreux pays à travers le monde. Cette implantation de ce centre à Brest était finalement logique? Oui, tout à fait. Alors, on était installé, le centre était tout petit, hein, il y a une vingtaine d'années, il y avait une personne, puis deux. En 2001, il est né en fait avec la naissance du programme Argo, ce programme révolutionnaire d'observation de l'océan via des robots profilants qui font le yo-yo entre la surface et 2000, aujourd'hui quasiment 6000 mètres. Donc voilà, il était à Washington quelques années, puis à Toulouse. On est resté une bonne quinzaine d'années à Toulouse. Bon, Toulouse, c'est un pôle d'excellence spatiale. Et notre travail est surtout axé sur l'in situ, c'est-à-dire les bouées, enfin les mesures sur site. Donc, il avait du sens qu'on s'installe à un moment ou à un autre quand même au plus près des acteurs, des professionnels qui maintiennent ces réseaux d'observation. Alors on avait eu quelques offres de pays différents, et puis finalement la France a été retenue, et en France, Brest est quand même un peu le centre névralgique de l'observation de l'océan. Donc on est ravis, on s'est installé au sein d'Ifremer en 2015. Vous parlez de mesures in situ parce qu'il y a aussi les mesures par satellite. Or, on a toujours besoin, et j'allais même dire peut-être encore davantage aujourd'hui, d'avoir des mesures faites sur l'océan, à la surface, comme en profondeur. Tout à fait. Donc l'observation de l'océan, elle est faite par les satellites, qui ont leurs limitations, et par les mesures in situ. Donc les deux sont complémentaires. D'ailleurs, les uns calibrent les autres, ou les uns complémentent les autres dans certaines études. Nous, notre spécialité, c'est l'in situ. Et qu'est-ce qu'on mesure exactement? Alors, l'observation de l'océan, de la planète, de l'atmosphère a commencé plutôt avec la météorologie. Et puis l'océanographie physique s'est développée, je dirais, dans les dernières décennies avec les avancées technologiques en matière de capteurs, de télécommunications aussi. Hein. Il y a 20 ans, on avait très peu de bandes passantes pour envoyer des données, pour envoyer quelques niveaux de température. Il fallait comprimer tout ça dans des messages. Ça prenait très longtemps à être envoyé, c'était compliqué. Et puis tout ça s'est développé. Aujourd'hui, on peut envoyer beaucoup plus d'observations. Donc la physique de l'océan toujours, température, salinité, mais de plus en plus la biogéochimie, donc l'oxygène, les nitrates, le pH, et le système mondial d'observation de l'océan, le GOOS, voilà, se développe de plus en plus vers la biogéochimie et la biologie. Donc c'est vraiment multidisciplinaire, il y a beaucoup de vecteurs différents, donc il y a des bouées qui dérivent à la surface, il y a des bouées, dont je parlais, les bouées Argo qui sont plutôt subsurface, il y a des bateaux, il y a des bouées ancrées. Bref, tout ça est un système de systèmes qui rend des services, qui est le premier maillon d'une chaîne, en fait, qui rend des services essentiels à la société. Par exemple? En matière de services opérationnels, donc les services de météo, les services aussi, je dirais, opérationnels de sécurité en mer, de suivi des nappes de pétrole, par exemple. Et puis aussi le climat. Donc le climat, il faut aller voir dans l'océan, il faut aller voir au fond de l'océan comment la chaleur se déplace. Et puis finalement la santé de l'océan aussi sont les trois. Voilà, ce sont les trois piliers des services que rend le GOOS à la société. Ça permet donc de collecter énormément de données. Il faut pouvoir les traiter ensuite. Oui, il y a beaucoup de données. Alors chacun de ces vecteurs a sa fréquence de données. Donc je dirais pour la météorologie, on est sur une fréquence assez haute. Hein. On essaie d'envoyer des données par les bateaux ou les bouées dérivantes toutes les heures. Pour le climat, on a un peu plus de temps. Hein. La pulsation du climat, c'est 30 ans. Donc on envoie les données là tous les 10 jours.
Donc voilà, je dirais chaque vecteur a ses caractéristiques. Et donc tout ça fait beaucoup de données. Alors je dirais que la météo génère quand même beaucoup de données. On a un petit peu de mal à suivre puisque nous on suit ça en temps réel, donc il y a à peu près 10 000 éléments en permanence qui envoient leurs données, mais c'est vrai que la partie météo génère beaucoup d'enregistrements de notre côté. Nous sommes ici à 70,8 parce que la Terre est couverte à 70,8% par les océans. Est-ce que vous arrivez à couvrir tous les océans, toute cette surface pour récupérer des données ? Bon, on fait de notre mieux. Disons que la communauté scientifique internationale, les dizaines de pays qui s'en occupent font de leur mieux. C'est vrai que l'observation in situ est un peu le parent pauvre de l'observation de la planète. Les satellites, l'espace ont beaucoup plus de dynamique et de moyens, même s'ils ont aussi des difficultés. En ce qui concerne l'in situ, voilà, 10 000 éléments pour couvrir toute la surface de la planète. Si on prenait une surface équivalente à la France, on aurait peut-être 10-20 éléments qui mesurent. Donc en fait, si vous baladez en France, vous trouverez une petite dizaine de thermomètres par-ci par-là. Donc c'est pas beaucoup. Et on peut rendre quand même les honneurs aux services qui sont développés, aux modèles numériques, qui arrivent quand même à nous faire des prévisions qui s'améliorent d'année en année. Enfin, en gros, si on voudrait améliorer ces prévisions-là et passer à 7, 8, 10 jours, il faut aller voir dans l'océan. Vous faites appel à la société civile justement pour pouvoir déployer des capteurs un peu partout. En quoi ça consiste concrètement ? Oui, alors comme je le disais, le système d'observation a des difficultés à avoir une couverture, je dirais, globale. Et on a noté depuis une dizaine d'années un appétit dans la société civile, chez les navigateurs. Les marins sont les premiers observateurs de l'océan, de l'atmosphère, depuis plus de 100 ans en fait. On a noté un appétit pour travailler avec nous et essayer de faire des mesures pendant les courses à la voile, le Vendée Globe dernièrement, ou d'autres opportunités qu'on construit ici à Brest, notamment avec Blue Observer. Donc voilà, il y a aussi dans la sphère privée les grandes compagnies je dirais de transport maritime ont aussi un énorme potentiel de fournir des données. Donc on a lancé hier, là, en marge de ce sommet, le projet Odyssée, qui s'inscrit dans la décennie de l'océan des Nations Unies, pour faire un appel aux marins et à tous ceux qui transitent en mer pour leur plaisir ou pour leur business ou pour le transport, afin qu'on puisse vraiment démultiplier ces observations. On pense qu'il y a un potentiel vraiment énorme. Donc voilà, on était ravis de ce sommet, de cette opportunité de lancer cet appel, et dans la décennie qui vient, on va construire ça, et on espère qu'en 2030, on n'aura pas 10 000 éléments dans l'océan qui envoient des données, mais peut-être 100 000, voire 1 million. Les plongeurs, les surfeurs, jusqu'aux grands bateaux marchands, tout le monde, d'une certaine façon, peut contribuer au système. Tout le monde, notamment Blue Observer. Voilà, donc Blue Observer, ça fait partie de ces rencontres dans l'écosystème brestois, assez propice à ces rencontres un peu multidisciplinaires, des gens qui viennent d'horizons différents, des navigateurs, des gens qui travaillent dans d'autres domaines, pour essayer de faire quelque chose d'utile. Donc on a eu un petit peu de peine pendant la pandémie. Ces réseaux d'observation, alors les bouées qui sont déployés, il y en a à peu près 2000 par an qui doivent être déployés, d'instruments autonomes. Et généralement, ils le sont par les bateaux de recherche. Des grands instituts océanographiques comme Ifremer ou d'autres dans d'autres pays. Et les agendas, les plannings de ces campagnes ont été un petit peu chahutés, voire complètement arrêtés à un certain moment. Donc il a fallu faire preuve d'un petit peu de créativité pour essayer d'aller continuer inlassablement, je dirais, à aller boucher les trous dans les réseaux. Et donc on a monté cette expédition avec Blue Observer. Pendant cette pandémie, on a monté un consortium international entre les Européens, la cellule Euro-Argo, qui est à côté de chez nous aussi, et donc les Français, les Allemands, les Hollandais, et puis les Canadiens et les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a, je dirais, affrété un bateau de 25 mètres et on l'a rempli d'une centaine d'instruments. Et là, il est en train de finir sa mission. Enfin, Jean-Pierre en parlera tout à l'heure. On est ravis, c'était quand même
quelque chose d'un petit peu novateur. On avait déjà, comme je le disais au début, travaillé avec les skippers pour déployer une bouée par-ci, une bouée par-là, mais sans d'un coup sur un bateau à voile, c'était quand même assez innovant. Jean-Pierre Blin, vous êtes justement le fondateur, le directeur général de Blue Observer. Alors parlez-nous un peu de ce voilier qui est actuellement dans l'Atlantique. Ouais, le voilier actuellement est sous le Togo, donc un peu loin de nous. Ils sont en train de remonter vers le Cap-Vert. Ils ont quitté Sainte-Hélène il y a une dizaine de jours. Il y avait 95 flotteurs à déployer pour Mathieu et le consortium. Et on en est à 91 à cet après-midi. Donc il en reste 4 et on aura fini cette mission-là. C'est une première mondiale hein, d'utiliser un voilier pour déployer autant de capteurs en mer. Ouais, alors Mathieu avait déjà essayé de le faire et réussi à le faire, mais pas à ces échelles-là. Ouais, tout à fait. C'est une première mondiale de le faire à cette échelle-là. Ouais, tout à fait. Avec autant de jours de mer et puis je pense aussi un parcours assez important puisqu'on est on est à 12 500 milles parcourus à date. Donc effectivement, c'est un énorme parcours hein, puisqu'on a traversé l'Atlantique pour aller à Woodsall aux États-Unis, puis on est descendu à Sainte-Hélène, et là on remonte jusqu'au Cap-Vert. Donc en plus sur des zones maritimes où il n'y a pas forcément de route maritime très fréquentée. Donc effectivement, à cette échelle-là, on peut dire que c'est une première mondiale. Voilà. Vous avez choisi donc le voilier. Et il y a une raison. Alors déjà, un mot sur ce voilier parce qu'il a une histoire. Ouais, c'est un voilier historique pour les gens qui aiment la voile. Hein. C'est le voilier qui a le record du Tour du Monde contre vents et marées. C'est l'ancien navire de Jean-Luc Vandened, donc Adrien, qui a ensuite été le Tailla de Maud Fontenoy, avant de devenir Iris pour Blue Observer. Donc c'est effectivement un bateau légendaire, un bateau de course, parce que l'histoire en fait de Blue Observer naît d'abord de rencontres hein, et de la création d'un collectif. Et la rencontre, en tout cas en ce qui me concerne, au départ avec Eric Defer, donc, qui est un skipper professionnel qui a fait beaucoup des grandes courses connues par les marins professionnels. Et en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. Et à l'époque, il avait une interrogation sur la fin de vie des bateaux de course, parce qu'on voyait, il y avait un IMOCA à l'époque dans le port de Brest qui était en mauvais état et ça faisait mal au cœur. Et puis lui-même avait un Multi 50 à l'époque et il s'interrogeait aussi sur l'utilisation de ce bateau-là, puisque entre les courses, alors il y a de la maintenance, il y a un certain nombre de choses, mais il y a du temps libre, il y a du temps disponible. Et on était dans cette réflexion hein, autour d'un verre de bière sur le port de Brest et on s'est dit qu'on allait aller en discuter avec des biologistes. Et on a notamment fait la rencontre d'un biologiste qui s'appelle Pierre Molot. Et l'histoire s'est lancée comme ça, en fait, sur effectivement, il peut y avoir intérêt à utiliser des navires à voile rapide pour différentes caractéristiques. Et on peut faire des choses avec qu'on ne pourrait pas forcément faire avec d'autres supports. Et ben justement, quelle est la différence entre l'usage d'un voilier et l'usage d'un bateau, j'allais dire, océanographique, classique, à moteur? Alors, le principe. Alors, il y a plusieurs choses. Le principal, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais donc la première chose qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire non polluant parce qu'on est toujours un peu polluant, mais peu polluant. Alors, pour vous l'illustrer, des gros bateaux océanographiques, ça dépense à peu près 25 000 kg de gasoil par jour. Alors, pour faire des choses que nous, on est absolument incapable de faire, on est d'accord. Nous, sur les 12 500 000 parcourus, on a dépensé 340 kg de gasoil. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. On ne fait pas non plus les mêmes choses. Hein, il faut dire les choses. Donc, ça, c'est le premier truc. On voulait montrer qu'il y avait un modèle complémentaire à l'existant qui pouvait être très peu polluant. Le deuxième aspect, c'est un aspect économique. Parce que un jour de mer sur un bateau comme Iris, aujourd'hui, c'est plus de 10 fois moins cher qu'un jour de mer par un bateau océanographique classique. Donc il y a une logique économique. Hein, c'est aussi, dans les discussions qu'on a eues avec Mathieu, c'était aussi un élément, mine de rien, assez important. La troisième chose, Mathieu le disait très bien, les bateaux océanographiques, parce qu'ils font, par les programmes qu'ils portent, ce sont des programmes qui se mettent en place sur plusieurs mois ou plusieurs années. Nous, c'est 6 personnes, un bateau, et on a une grande flexibilité. Et pour revenir à la question de la pollution, il y a aussi la pollution sonore. Tout à fait.
que vous n'émettez pas justement puisque vous êtes par propulsion à voile. Tout à fait. Alors ça, quand on a lancé Blue Observer, on avait conscience de ça, mais on ne l'exploitait pas. Et ce sont les scientifiques qui sont venus nous voir, notamment des scientifiques américains, en nous disant mais vous vous rendez compte que vous avez un avantage incroyable, c'est que vous avez une capacité à approcher certaines espèces, notamment les grands cétacés, parce que vous êtes silencieux. Et donc vous pourriez être un magnifique vecteur d'observation. Et donc lors de notre escale à Woodsall pour charger les flotteurs américains, des contacts ont été pris et un protocole a très rapidement été mis en place avec les Américains, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on doit avoir un veilleur sur le pont qui est en train d'observer pour voir s'il ne voit pas des grands mammifères marins à proximité du bateau. Et ils en ont vu déjà un certain nombre. Ils en ont même baptisé un lorsqu'ils étaient à Sainte-Hélène. Vous pouvez donc participer à des programmes qui concernent aussi bien le plancton que les plus grands mammifères marins. Oui, parce que sur l'interaction océan-climat, alors le système Argo que décrivait Mathieu et le système d'observation générale est extrêmement important pour comprendre. Mais nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de la compréhension du phénomène, c'est aussi de regarder et de comprendre certains acteurs qui interagissent et qui agissent très fortement sur ces phénomènes. Alors effectivement, nous, on étudie le plancton. C'était d'ailleurs notre champ de départ d'observation, notamment le plancton aérosol, parce que en fait, le plancton interagit avec l'air hein, et ça monte, ça a un impact sur la chimie des nuages. Il faut savoir que les planctons, par exemple, certains bioaérosols permettent de cristalliser la glace dans les nuages et donc de faire qu'il pleut plus. Voilà, il y a plein de phénomènes, je pourrais y passer des heures, donc je vais pas... Alors que vous n'êtes pas vous-même scientifique, en plus, vous ne venez pas du tout de ce monde-là. Pas du tout. Alors moi, je suis juriste de formation. Ma seule activité marine, c'est de faire du paddle en amateur au Moulin Blanc. C'est déjà pas mal. Et dans la création de Blue Observer, vous aviez fixé 3 grands piliers. Ouais, on avait. Alors, ils se sont construits progressivement, on va dire. Blue Observer, c'est vraiment une aventure collective. C'est la rencontre d'un marin, de scientifiques et aussi beaucoup d'entrepreneurs. On est une dizaine d'associés, beaucoup avec des profils entrepreneurs. Et donc, on s'est dit qu'on voulait faire les choses différemment. On voulait allier sobriété et innovation. C'était vraiment un objectif. Donc, comment utiliser des choses existantes qui avaient un intérêt et aussi amener des choses très innovantes. Donc, c'est vraiment la rencontre de ces deux notions qui nous font aujourd'hui être présents sur 3 piliers, donc celui d'opérateur maritime, comme ce qu'on fait pour Mathieu, celui en fait de porteur d'innovation. Par exemple, on est en train de mettre en place une souchothèque. Là, on fait plein de prélèvements pour mettre en place une souchothèque avec la station biologique de Roscoff. Et un dernier pilier, il y a des grosses interactions à faire entre le monde économique et le monde scientifique. On l'a bien vu dans nos différentes discussions. Et donc, on est concepteur notamment de briques RSE, avec des grands acteurs du monde économique. Vous travaillez par exemple avec les assureurs, parce que les assureurs commencent aussi à s'intéresser de près au climat, on le voit de plus en plus. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les instruments dont parlait Mathieu, ils sont essentiels en fait pour les assureurs. D'abord parce qu'ils sont en train de développer des produits qui dépendent de ces données-là, les assurances paramétriques notamment, et qu'aujourd'hui, les assureurs, la compréhension du climat, elle est clé pour leur survie, puisque quand on a commencé, nous, à réfléchir à Blue Observer, c'était à peu près en 2015. Je me souviens avoir regardé les premiers chiffres d'un organisme qui s'appelle Swiss Re et qui estimait que le coût économique des catastrophes naturelles, c'était de 42 milliards de dollars. Alors, c'est déjà un chiffre énorme. En 2021, le dernier chiffre, c'est 240 milliards de dollars. C'est exponentiel, en fait, ce que ça coûte à l'économie, les catastrophes naturelles. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on comprend que ces acteurs économiques aient intérêt, alors à court terme, parce que ça va tellement vite, mais aussi à long terme, puisque les derniers chiffres de Swiss Re disent que si on continue comme ça et qu'on arrive à un réchauffement climatique de 2,5 degrés, c'est un peu le chiffre qu'on entend partout, il y aurait une perte du PIB mondial, donc qui est de tête de 100 000 milliards de dollars, de 10 à 14%. Donc les enjeux économiques sont absolument colossaux. Voilà, donc soutenir des programmes, soutenir ce que font des structures comme Oceanops pour des assureurs et plus généralement pour le monde économique, en raisonnant de manière purement financière, même si il y a bien autre chose que la finance dans ce qui est fait, ça a un vrai intérêt.
Pour parler des interactions entre océan et climat, on s'attend évidemment à parler avec des climatologues et nous avons un météorologue. Michel Edonidis, vous êtes chef de centre Météo France à Brest, Guy Pavin. Météo France est très engagé dans ce travail autour de la climatologie et des interactions. Oui, bien entendu, hein. Il y a de nombreux chercheurs de Météo France qui contribuent aux travaux du GIEC, Groupe intergouvernemental d'études sur le climat, et qui contribuent à l'analyse de dizaines de milliers de documents qui sont régulièrement rédigés par les scientifiques à travers le monde pour essayer de comprendre l'évolution du climat pour les prochaines décennies. D'autant plus que vous êtes un peu la mémoire du climat aussi, hein. Vous avez Exactement. beaucoup de données à ce niveau-là. Tout à fait. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, effectivement, on draine beaucoup d'informations, d'observations et que l'on traite, et notamment pour la compréhension des climats passés, mais également des climats futurs. Ça nécessite de mobiliser beaucoup de moyens, en effet, beaucoup de moyens humains, moyens matériels, technologiques. Ah oui, c'est vraiment considérable, hein. Là, il faut reconnaître, d'autant plus qu'il n'y a pas que Météo France, hein. On n'est qu'un des maillons de la chaîne dans cet aspect-là. Donc c'est déjà une collaboration internationale. On peut reconnaître que la météorologie, depuis de très très nombreuses décennies, est un des rares domaines dans lesquels la coopération internationale est vraiment absolue, puisque bien évidemment, les perturbations météorologiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Quels sont les points forts actuellement sur lesquels vous travaillez plus spécifiquement? Parce que quand on parle du climat, c'est tellement vaste, vous avez des points plus spécifiques. Oh, bah, de toute façon, c'est déjà comment dire, c'est déjà de comprendre ce qui existe aujourd'hui, hein. Encore une fois, on sait d'où l'on vient, on connaît l'environnement aujourd'hui, et la problématique, c'est de savoir comment ça va évoluer dans les prochains jours quand il s'agit de météorologie pour les activités qui me concernent à titre personnel avec mes collègues du centre de Guy Pavin. Mais après, il faut se projeter dans les prochaines décennies pour justement essayer d'interpréter les impacts potentiels du dérèglement climatique sur la vie humaine, naturelle, la végétation, l'environnement, quel qu'il soit, et y compris océanique. Un dérèglement devenu totalement inévitable dans l'état actuel des connaissances. Ah, clairement, de toute façon, toutes les projections qui ont pu être faites, et notamment qui apparaissent dans le dernier rapport qui est sorti en août dernier, 2021, clairement, de toute façon, en 2030, on atteindra un dérèglement climatique en termes de température de plus 1,5 degré. De toute façon, c'est inéluctable. Sachant que c'était, je le rappelle, hein, pour la COP21, un des objectifs, si possible, à ne pas dépasser, sachant qu'on se dirige plutôt, actuellement, on est dans les plus 3,5 degrés à peu près, en termes de prédiction pour la fin du siècle. Avec un problème notamment de fonte des glaces qui ont des effets considérables qui se retrouvent dans la météo et qui se retrouvent à long terme sur le climat. Tout à fait. Alors là, clairement, on voit qu'il y a des études qui commencent à sortir. Alors, il y en a une notamment l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit, d'un établissement universitaire allemand, qui a prédit un dérèglement plus ou moins rapide et brutal du Gulf Stream, qui est quand même un thermodérégulateur du climat, déjà pour l'Europe, mais d'une façon générale pour le globe entier, et qui interroge. Alors, on reste prudent encore, parce que c'est une première étude qui semble donner un certain nombre de directions. Il va falloir approfondir ces thématiques-là, hein. Nous sommes scientifiques, donc on avance toujours pas à pas avec prudence pour ne pas annoncer des choses catastrophiques, mais toujours est-il qu'il faut faire très attention à cette possibilité-là d'arrêt brutal du Gulf Stream qui pourrait générer des dérèglements assez importants. Nous sommes ici à Brest, nous bénéficions d'un climat tempéré, on pourrait penser qu'on est un peu à l'abri de toutes ces questions, et ça n'est pas le cas. Et non, parce qu'en fait, on constate bien que même à Brest, qui est quand même une ville maritime, on a observé une élévation de la température maximale moyenne depuis 75 ans de plus 1,5 degré. Alors après, au niveau annuel, entre les maximales et minimales, on est autour des plus 1 degré. Mais je répète, au niveau maximal, on a quand même déjà atteint une élévation notable. Et ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Alors, ça se fait en quelques décennies. C'est ça qui est considérable. C'est ça qu'on a du mal un peu à imaginer. D'autant plus que, en fait, je fais de temps en temps des présentations sur le changement climatique dans la région. Quand j'annonce que la température augmente dans la région brestoise, on ne peut pas dire que je reçois des colibés de la part du public. Donc c'est aussi la difficulté en termes de passage d'informations. Et comment faites-vous justement pour lever cette difficulté, pour faire passer le message ? C'est déjà de prendre en fait tout simplement le public à témoin, de voir que l'air de rien, il y a effectivement la température qui augmente, mais c'est pour ça que c'est à dessein qu'on parle plutôt de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique, parce que l'augmentation de la température a des impacts sur les précipitations, la fonte des neiges, ou pas de neige, etc. Donc sur le climat que l'on observe actuellement, avec parfois des événements extrêmement brutaux
et qui provoquent non seulement des pertes matérielles dont on vient de parler, mais également des pertes humaines. Nous évoquions tout à l'heure les assureurs. Ils ont sorti tout récemment une étude montrant qu'on pouvait s'attendre à une hausse de 100% des problèmes liés au climat, des problèmes vus du côté des assureurs. C'est une donnée sur laquelle vous vous retrouvez aussi ? Alors, moi, en tant que météorologiste, ça ne fait pas partie vraiment des préoccupations principales. Moi, déjà, c'est de passer le message sur les impacts au niveau de l'atmosphère et de l'océan superficiel de ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Mais encore une fois, ce que vous venez de dire, on le constate encore une fois tous les jours, que ce soit en France ou ailleurs à travers le monde. Alors, vous constatez, mais pas seulement. Vous agissez, vous travaillez aussi avec un certain nombre de partenaires, notamment ici dans le territoire. Ah ben clairement, de toute façon, ça se fait avec l'ensemble des comités scientifiques de la place de Brest. C'est pour ça que j'ai le plaisir de travailler avec l'ensemble des collègues scientifiques de la place de Brest, mais également avec la communauté, typiquement la métropole de Brest, qui a initié un projet avec plusieurs villes européennes et auquel nous contribuons pour essayer justement de montrer qu'on fait des efforts de limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous travaillez avec la collectivité, vous l'avez dit, aussi avec des entreprises d'ailleurs ici. Alors avec des entreprises, en fait, c'est dans le cadre de nos activités que l'on mène, nous, à Guipava, qu'on essaie d'informer le plus tôt possible d'activités météorologiques un peu délicates qui pourraient impacter leur activité en mer, sur la côte, sur les communautés urbaines, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable dynamique dans le territoire autour de ces questions de climat, éventuellement de météo, mais plutôt de climat pour ce qui nous intéresse aujourd'hui ? Ah oui, oui, clairement. Là, on voit vraiment qu'il y a quand même un mouvement qui s'est créé. Je constate que n'en serait-ce qu'en une dizaine d'années, entre les premiers messages qui étaient encore une fois la banane qu'avaient les gens, en disant bah, de toute façon ça va se réchauffer, très bien. Et maintenant, il y a plus de préoccupations, d'interrogations de la part du public. On est dans une phase où on commence à avoir vraiment la prise en compte de ces aspects-là. Certaines décisions qui commencent à être prises. Ce n'est que le début de l'aventure. Et justement, des décisions, on en attend à l'occasion du sommet mondial de l'océan organisé à Brest. Vous avez quelques espérances ? Ah ben, de toute façon, moi je suis d'un naturel optimiste déjà, mais encore une fois, dans le cadre de mes interventions, je vois que j'interviens beaucoup dans le milieu scolaire. Et ce qui me frappe vraiment, c'est la prise en compte de ce problème par la jeunesse, qui est vraiment de plus en plus notable, et parfois de façon un peu inquiétante d'ailleurs, tellement ils sont inquiets. Mais vraiment, ils prennent à bras-le-corps ce sujet. Donc c'est déjà la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, alors je reviens quand même à la première bonne nouvelle, il ne s'agit pas de ma génération de se reporter sur les jeunes pour dire vous allez réparer nos erreurs. C'est plutôt qu'ils nous poussent également, qu'ils nous aiguillonnent pour accompagner les modifications apportées. Et la deuxième bonne nouvelle, ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, c'est que je vois que justement, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont intéressées par cette problématique. Et j'espère que ce mouvement va se poursuivre, parce que c'est quand même un problème réel que l'on a parmi le milieu scientifique, d'avoir une fréquentation de la part des filles et des femmes qui est quand même relativement faible et qui perdure malheureusement, quoi. Donc c'est une écologie au sens vraiment le plus large possible qui est en train d'évoluer et qui va dans le bon sens. Tout à fait, tout à fait. Merci à vous trois d'avoir participé à ce plateau. La chaîne Brest, capitale des océans, continue. Nous allons voir un certain nombre de vidéos. Avant de reprendre à 17h avec Lucie Lautrédoux, il sera question de l'océan polaire avec d'autres atouts formidables que nous avons ici sur le territoire, avec des représentants de l'Institut universitaire européen de la mer et l'Institut polaire, l'Institut Paul-Émile Victor. Merci, bon programme et à tout à l'heure.